Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de retrouver pour votre édition de 19h sur Alizé. La fête du crabe bat son plein dans la commune de Morne-à-l'Eau pour sa 24e édition. Jusqu'à demain dimanche, le décapode sera à l'honneur ainsi que les poids de bois. Aujourd'hui, professionnels de la restauration et cuisiniers amateurs avaient rendez-vous pour un concours culinaire à la cantine scolaire de la commune. Un concours de plats à base de crabe, bien évidemment, et de produits du terroir. Pour savoir qui a remporté ce concours 2016 du Bocodor, nous retrouvons Muriel Barline qui a suivi les lauréats dans leur préparation. Organisé par la Prodécarme, l'Association pour la protection et le développement du crabe et des autres ressources de la mangrove, le concours culinaire commence par un tirage au sort. Les 6 candidats inscrits au trophée des Bocodor 2016 découvrent ainsi l'ordre dans lequel ils présenteront leurs plats devant le jury. À cette occasion, chacun remet sa recette sur une feuille. Elle doit être une pure création à base de crabe et de produits du terroir. On insiste que ce soit du crabe de terre, parce que Morne-à-l'Eau, c'est le crabe de terre. Et on insiste aussi que ce soit original, inédit, ce n'est pas une recette qu'on trouve dans les livres. Vient ensuite le moment d'aller en cuisine. Les plats ont été préparés en amont. Les participants ont une demi-heure pour les réchauffer et dresser une assiette. Clotilde Coudra vient de Port-Louis. C'est la première fois qu'elle participe à ce concours ouvert aux amateurs. Sans emploi, elle a le temps de cuisiner et de créer de nouvelles recettes que sa famille goûte avec plaisir. Son objectif, devenir traiteur à domicile. Aujourd'hui, elle prépare une assiette pleine de poésie. Tartare de crabe avec sa patate douce Vichy sur un lit de salade de Christophine accompagné de sa sauce au crabe. Guy Firpion a remporté le Bocodor 2 fois de suite, en 2013 et en 2014. Cuisinier dans un lycée, cet univers lui est familier. Pour cette édition, le Mornalien d'adoption s'est laissé inspirer par les légumes du pays. Le résultat est assez complexe. Complexe, oui et non. En fin de compte, j'ai préparé une timbale, quoi. Une timbale à base de... J'ai fait déjà un truc de manioc. C'est avec la manioc, la noix de coco, de l'huile de coco et du crabe à l'intérieur avec des épices, surmonté d'un flan de giromont, d'une mousseline de pois d'Angole, et puis encore une deuxième mousseline de malanga. Tout ça avec un peu de crabe sur chaque étage, qui sera servi avec ces petits légumes pays farcis. C'est au tour de Clotilde Coudra de passer devant le jury. Il est composé de 4 personnes, dont un chef cuisinier qui en est aussi le président. Après une brève présentation du plat, c'est le moment de la dégustation. La recette de Clotilde a tout pour plaire. Il y a le goût, il y a la cuisson est maîtrisée, donc il n'y a rien à dire pour l'instant. Une présentation et un goût qui sortent de l'ordinaire. Aucun des candidats ne réussira à surpasser la création de Clotilde. C'est elle qui remporte le Bocodor 2016. Je ne m'attendais pas du tout. Je suis satisfaite quand même de mon boulot. Ils ont pu tenir compte le travail que j'ai pu faire et puis le goût de tout, ressentir l'amour aussi dans le plat et puis voilà. Quant à Guy Firpion, il termine à la 2e place cette année. Après l'originalité, place demain à des recettes plus traditionnelles pour la grande foire culinaire de cette fête du crabe à Morne-à-l'Eau. Après le centre Grande-Terre, direction maintenant la Côte-sous-le-Vent, précisément la commune de Pointe-Noire. Jusqu'à lundi, la plage Caraïbe est en fête. Une foire culinaire et des animations sont prévues durant ce long week-end de Pâques, mais Caraïbes, en fait, c'est aussi l'occasion pour certains artisans de montrer leur savoir-faire et de valoriser leur production. Parmi les belles et bonnes choses à découvrir et qui sont proposées sur ce village artisanal, le pipilite que Karine Gelman est allée goûter.
Ça y est, on a retrouvé le pipilite, ce délicieux bonbon multicolore, et il a été confectionné aux abîmes. En Guadeloupe, on appelle ça pipilite, en Martinique, pipilibou. Bon, c'est du sucre travaillé à chaud avec des arômes et du colorant. Nous, ça va faire 3 ans que nous sommes sur le marché, en fait. En fait, c'est un ancien qui nous a appris à le faire. Et on perpétue la chose, en fait, voilà. Consommer local et le retour des produits d'antan sont à la mode, alors découvrez le totoblo. Le totoblo, c'est ce qu'on appelle communément le smoothie. Vous l'appelez le smoothie, moi j'appelle le totoblo parce que c'est un mot qui ressemble plus à la Guadeloupe que le smoothie, qui est un mot anglais. On ne sait pas ce que c'est. Bon, on sait pas ce que ça veut dire, mais on sait ce que c'est. Donc du coup, j'ai cherché un nom et totoblo, c'est ça qui était qu'à nous plus en fait. On peut tout avoir. Aujourd'hui, par exemple, il y a de l'avocat, il y a de la mangue, les premières mangues, de l'ananas, il y a un peu de tout en fait, du coco, du melon, les fruits et légumes de saison en fait. Le marché artisanal de Pointe-Noire accueille donc des artisans avec des produits locaux remaniés. Mon stand, c'est le fût à pain dans tous ses états. Et donc là, je présente un ouvrage c'est un livre de cuisine dans lequel il y a des recettes autour du fruit à pain, donc du sucré, du salé, de l'entrée jusqu'au dessert, avec une rubrique pour les bébés et une approche sur l'agrotransformation. C'est un fruit qui est énergétique, donc il n'est pas très calorique. Et c'est un féculent, c'est aussi un fruit-légume parce qu'il a cette particularité d'être à la fois un légume, un féculent et un fruit à diverses périodes de maturation. Et on peut l'utiliser pour faire des plats, comme pour faire des crèmes, pour faire des flans, pour faire des gâteaux, ou aussi faire de la farine par exemple. Manger local et traditionnel donc, tout en restant dans l'air du temps. L'Agence régionale de santé vient de publier les résultats des analyses effectuées sur les différents sites de baignade de l'archipel. Bonne nouvelle, les eaux de la quasi-totalité des plages et des rivières que vous fréquenterez certainement ce week-end sont de bonne qualité. Les précisions d'Anne-Elisabeth Arsène. Selon un rapport réalisé par l'ARS, la qualité des eaux de baignade pour la période en cours est bonne dans l'ensemble, voire excellente, tant en ce qui concerne l'eau douce que l'eau de mer. C'est à partir de contrôles sanitaires effectués au cours de l'année que ce bilan a été possible. Il classe donc les plages par couleur, bleu pour excellente qualité, vert pour bonne qualité, orange qualité suffisante et rouge pour insuffisante. Plus de 90% des eaux de baignade sont d'excellente ou de bonne qualité. Le ministère de la Santé surveille ainsi la qualité des eaux sur plus de 3000 sites d'eau douce et d'eau de mer. Et seuls 3,1% des sites ont été classés de qualité insuffisante. L'eau de baignade est contrôlée au minimum une fois par mois par les services de l'État. Scrupuleusement respecter les obligations de ces 40 jours de carême. Comment comptez-vous passer ce week-end, Pascal? Marion Bordier et Zach Lancien sont allés à la rencontre de quelques-uns d'entre vous dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre pour le savoir. Durant la semaine sainte, vous faites... Ah oui, le chemin de quoi? Je suis martiniquaise normalement. Mais je ne suis pas en Martinique là, mais d'habitude on va à la montagne. Bon pèlerinage quoi, jusqu'à la dernière station. On prie tout au long du chemin, on chante. Le carême, comme moi je ne suis pas d'ici, alors chez moi c'est différent qu'ici, hein, ça ne se pratique pas de la même façon. Ici les gens ils vont à la plage, les repas, tout ça c'est différent de chez nous. D'ici on est un bon catholique, on fait les 40 jours de carême. Ne pas manger de graisse et puis de viande, plus ou moins, de viande, de prier pendant les 40 jours, bien sûr. Il y a des heures qu'on doit prier en tant que catholique durant les 40 jours. Mais il y en a beaucoup qui ne le font pas, pour commencer par moi. Je prie, mais je ne peux pas dire que je prie tous les jours, pendant les 40 jours. Pour le carême, il y a quelque chose de spécial? L'église, les messes. Les messes du jeudi soir, vendredi saint, chemin quoi, le samedi soir et le dimanche Pâques. Et pour Pâques, qu'est-ce que vous allez faire? Je serai chez moi avec ma famille.
Pâques, c'est la fête la plus importante dans la Bible. Parce que ça a été la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nous sauver. Il a versé son sang, c'est pour nous sauver, pour laver nos péchés. On n'est pas venu pour Pâques, en réalité, on est venu passer 15 jours en Guadeloupe. On vient régulièrement, ça fait 3 fois que je viens, tous les 10 ans on vient à peu près. On est sur Sainte-Anne. Je crois que je vais aller à la messe quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est quelque chose de formidable de ce jour-là. Et je pense qu'on va aller faire un tour. Qu'est-ce que vous faites pour pratiquer en cette semaine de Pâques Alors, je suis la tradition. Pendant la période de carême, je m'abstiens, je ne vais pas en boîte, je ne sors pas et tout. Je ne mange pas de viande. Vous allez à la plage? Oui, à la plage, oui, le dimanche. Pas tous les jours, mais le dimanche. Le mauvais temps en Europe et la précocité de la production marocaine ont fortement perturbé la commercialisation du melon local. Pour éviter que le surplus de production ne soit perdu, le groupement de producteurs Caraïbes meloniers a décidé d'en proposer à toutes les collectivités de l'archipel. Une opération melon de Pâques qui a reçu le soutien financier de l'État, du Conseil régional et du Conseil départemental. Explication Karine Gielman. Distribution de melons pour les administrés des communes. Face au mauvais temps en Europe, les papilles des consommateurs ne sont pas au melon et surtout les producteurs guadeloupéens sont confrontés à un melon moins cher en coût de production venu du Maroc. Résultat, les 3500 tonnes de melons guadeloupéens et martiniquais destinés à l'Europe, soit 70% du volume de la production, peinent à s'écouler. Il se trouve qu'avec l'hiver doux qu'on a eu, le Maroc est déjà présent, ou plutôt a beaucoup d'avance. Le Maroc a des coûts de production bien moindres que les nôtres. Et il fait très mauvais en ce moment en métropole, donc la consommation de melons n'est pas au rendez-vous. Alors on s'est retrouvé avec beaucoup de stocks de melons la semaine dernière. Et les producteurs de Caraïbes meloniers et Jean-Marie Gobardin, qui est le gérant de notre structure commerciale, ont eu l'idée de se dire que plutôt que de perdre ce melon et que ça vienne faire des pertes considérables pour les producteurs, d'essayer de voir avec les instances locales ce qui pouvait être mis en place. Toutes les communes de Guadeloupe ont été contactées et la région, le département et l'État financent l'acquisition de ces melons pour aller aux administrés de Guadeloupe. La distribution de melons baptisée Melon de Pâques va se dérouler tout au long du mois de mars et c'est donc Pâques avant l'heure pour cause de non-consommation dans les mairies et les écoles de Guadeloupe. Une belle opération qui met à mal le gaspillage alimentaire et protège la filière melon. Alors, bon melon de Pâques! La région Guadeloupe n'est pas la seule collectivité qui doit faire face à des difficultés financières et qui a décidé de réaliser un audit pour voir plus clair dans ses finances. Marie-Laure Finera-Hort et les élus de sa majorité municipale ont décidé d'en faire de même pour la ville de Cayenne en Guyane. En attendant les résultats de cet audit, les élus cayennais ont décidé de renoncer à leurs indemnités. Place maintenant à un tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons à Cuba, où les Rolling Stones ont enflammé la Havane lors d'un concert inédit, mais escale à la Jamaïque pour une affaire de trafic de cocaïne impliquant une ancienne reine de beauté de l'île. C'est la Minute Caraïbe. L'ancienne Miss Jamaïque, Marsha Reynolds, a été arrêtée à l'aéroport de Los Angeles en possession de 31 kilos de cocaïne. Devenue hôtesse de l'air pour la compagnie JetBlue, la jeune femme a dans un premier temps passé le point de contrôle réservé aux agents de bord sans difficulté. Mais elle a par la suite été choisie au hasard pour un contrôle supplémentaire où elle a été dirigée vers une zone dédiée à cet effet par des agents de sécurité. En arrivant à ce point de contrôle, la Miss a laissé tomber son bagage, enlevé ses chaussures et s'est enfuie avant d'être très rapidement attrapée par la police. L'inspection de son sac a fait ressortir 11 paquets emballés individuellement contenant de la cocaïne. Si elle est reconnue coupable de trafic de stupéfiants, l'ex-Miss Jamaïca sera passible d'une peine à vie dans les prisons américaines. Les médias argentins ne parlent que de cela depuis plusieurs mois, mais le PSG n'a pas encore fait d'offre formelle pour accueillir Giovanni Lo Celso à Paris. Vif et technique, le jeune footballeur argentin fait la différence sur le terrain. À 19 ans, il a déjà disputé une vingtaine de rencontres avec son équipe de Rosario Central, qui figure en tête du championnat argentin.
Lo Celso enchaîne les performances de qualité avec notamment plusieurs apparitions en Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Pour sa part, le Paris Saint-Germain recherche un nouveau Messi et souhaite recruter de nouveaux talents. Mais Paris est loin d'être le seul club intéressé par la star naissante. Atlético Madrid, Juventus, Roma, Chelsea, Manchester City, AC Milan ou encore Manchester United. La liste est longue des clubs européens qui l'ont déjà approché. Selon le journal argentin, Lo Celso ne partira pas avant janvier prochain avant de continuer son apprentissage au sein de son club formateur. Un élément qui ne rebute pas le Paris Saint-Germain. Ces dirigeants auraient d'ailleurs rencontré leurs homologues argentins cette semaine au cours de déjeuner. Le montant de la transaction pourrait s'élever à 15 millions d'euros, un prix nettement au-dessus de la valeur réelle du joueur qui ne repousserait pourtant pas le club champion de France. On l'avait déjà annoncé depuis plusieurs semaines, ils l'ont fait. Les Rolling Stones ont déchaîné quelques 500 000 personnes venues assister à leur concert inédit et démesuré à la Havane. Mick Jagger, en chemise bordeaux et veste de paillettes multicolores, a d'emblée conquis ses fans par son jeu de scène tonique, accompagné de Keith Richards, Ronnie Wood, Charlie Watts et du bassiste Darrell Jones. Une scène de 80 mètres de long et 7 écrans géants avait été installée dans la Ciudad Deportiva, un complexe inauguré avant la révolution castriste de 1959 et point de départ du bannissement de la musique rock à Cuba. Une foule hétéroclite était massée dans cette enceinte située près du centre-ville qui était déjà aux 3/4 pleine plusieurs heures avant le début du concert. Avant les années 80, les Cubains devaient écouter les Beatles ou les Rolling Stones à partir de bandes magnétiques et de cassettes audio échangées sous le manteau. Au cours des 30 dernières années, le rock a progressivement été toléré jusqu'à s'imposer dans les médias d'État. Malgré l'embargo, quelques musiciens américains ont pu se produire sur le sol cubain, notamment Kool and the Gang en 2009. Caraïbes toujours avec les Jeux de la Carifta en natation qui ont vu la victoire de la délégation guadeloupéenne à l'issue de la dernière journée de compétition aujourd'hui au centre aquatique du Lamentin en Martinique. Nos nageurs devancent les Bahaméens, les Martiniquais et les Barbadiens qui terminent au pied du podium. Sport toujours avec du rugby cette fois. La finale du tournoi Antilles-Guyane se joua lundi soir au stade René-Serge Nabajot aux Abîmes. Le stade Cayennais, tenant du titre, sera opposé au Saint-Barth des Barracuda. Les Cayennais se sont imposés face aux joueurs du Bruc sur leur terrain hier soir et de leur côté, les Barracuda de Saint-Barth ont gagné face aux Martiniquais de l'US Robert. La 5e édition du Guada Beach International se déroule ce week-end sur la plage de l'Autre-Boromoule. Une compétition de beach tennis qui accueille les meilleurs nationaux, mais aussi le numéro 1 mondial, Michele Capellicci et son coéquipier classé 5e mondial. Aux côtés de cette équipe et des autres ténors de la discipline, Mathieu Pori et son frère espèrent briller dignement et représenter le beach tennis local. Portrait du multiple champion de Guadeloupe en compagnie d'Éric Pommier. La voilà, l'une des meilleures chances de représenter dignement la Guadeloupe à cette 5e édition du tournoi international du beach tennis, Mathieu Pori. Champion de la Guadeloupe 4 années consécutives, ce jeune Martiniquais confortablement installé en Guadeloupe est un ancien joueur de tennis, son meilleur classement -4-6. Autrement dit, l'univers de la raquette n'a pas de secret pour ce sportif accompli. Il y a 5 ans, Mathieu Pori découvrait le beach tennis. Oh là, c'est compliqué. Là, en fait, je voulais pas spécialement jouer au beach. J'ai pris du temps, en fait. Et c'est mon frère et Placide qui m'ont incité à jouer à ce jeu qui est très, très impressionnant. L'ascension a été fulgurante pour ce beacher en duo avec Pierre-Gilles Placide, avec des titres, champion de la Guadeloupe, champion de France. Une régularité qui s'est soldée par une belle 6e place dans le top français et désormais une 89e place au classement ITF. Mathieu Pori rêve du titre ultra, mais il est conscient que le niveau mondial a beaucoup évolué. Énormément évolué, parce que tout le monde s'adapte et on est obligé d'évoluer nous-mêmes et c'est vraiment de l'évolution totale. La terre battue ou les surfaces synthétiques contre le sable, les gestes, les déplacements, Mathieu Pori a dû s'adapter pour trouver de nouveaux repères, objectifs, se mettre uniquement en mode beach, pas toujours évident.
Il y a un gros changement quand on veut évoluer. En fait, le tennis, ça aide énormément sur les gestes, mais une fois qu'on veut évoluer dans l'international ou autre, les gestes changent vraiment. Et on a un petit souci, c'est-à-dire ce qu'on fait au beach, on le remet au tennis, mais c'est amusant. Voilà. Pour cette 5e édition, Mathieu Pori veut faire bien, cette fois, avec la complicité de son frère pour barrer la route aux grosses pointures internationales. Dans le pire des cas, se contenter de rééditer l'exploit d'inscrire à son tableau de chasse un nouveau titre de champion de la Guadeloupe. Ça, Mathieu Pori sait le faire. Le boulevard de Marie-Galante-Orisé n'accueillera plus les restaurants de grillades et autres crêpes autrefois installés le long du canal. Le nouvel emplacement prévu dans le cadre de la rénovation du quartier prend forme et les commerçants pourront bientôt intégrer les structures qui leur seront proposées. Fini les camions et les baraques en bois, place à des conteneurs aménagés et spécialement pour leur activité. Reportage Anne-Elisabeth Arsène et Zach Lancien. Les locaux d'activité commerciale du Rézé ont fait l'objet d'un appel d'offres pour leur conception. Émile Romney fait partie de l'équipe d'architectes qui a remporté ce concours de réhabilitation de la zone lancé par la ville des Abîmes. L'usage des conteneurs, c'est quelque chose qui existe quand même depuis pas mal de temps, mais en fait l'idée même est venue de l'observation qu'on a faite des locaux qui existaient le long du canal, c'est-à-dire que très souvent en fait il y avait des voitures aussi, mais en fait le plus souvent les gens à l'origine donc de leur installation, ils utilisaient un conteneur qu'ils implantaient donc le long du canal. Mais ensuite, après ça, ils l'habillaient avec du bois, ils créaient des auvents, ils peignaient, et ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, on ne se rendait plus compte que c'était des conteneurs. Mais quand nous, on a fait l'analyse justement de l'existant, et qu'on a vu que la base même en fait de cette installation, c'était les conteneurs. Donc c'est de là qu'est venue cette idée, cette proposition d'utiliser les conteneurs directement comme matériaux et comme éléments pour les constructions, et puis en les magnifiant maintenant par leur composition, par leur couleur, par le travail de découpe qui a été fait de façon à créer maintenant cette diversité et la variété dans l'espace. La ville des Abîmes a œuvré en partenariat avec la mission locale et Pôle emploi afin d'insérer des jeunes dans le cadre de ce projet. L'objectif, former ces jeunes pour qu'ils intègrent de manière pérenne la vie active. On a pu aussi développer ce volet insertion dans le cadre même des travaux, puisque les entreprises qui ont été désignées suite aux appels d'offres devaient intégrer un volet insertion et donc former des jeunes qui ont été identifiés par le biais du pôle FIER. Donc le pôle FIER, c'est une entité qui a été créée au sein de la collectivité parallèlement au projet de rénovation urbaine. Donc FIER, c'est formation, insertion, emploi, resocialisation. Donc c'est une entité au sein de la collectivité qui recense l'ensemble des personnes qui sont en besoin, en recherche de travail, et au regard de leur formation ou en tout cas de leur potentiel, sont proposées aux différentes entreprises qui viennent intervenir sur le territoire abîmien. Et par la suite, la formation a un métier. Et ils sont rentrés dans un processus qui, lui, est plus ambitieux. Donc, notamment, c'est des jeunes qui peuvent travailler aussi bien sur les projets qui sont sur le territoire abîmien, sur le territoire pointois, qui est aussi en rénovation urbaine. Et donc, on les inscrit vraiment dans une démarche vers l'insertion par l'emploi. Réveillot est conducteur d'opérations d'infrastructure à la ville. Il a été en charge du suivi du chantier. Il a fallu les sélectionner, les expliquer exactement ce dont on attendait d'elles, les entreprises, et ensuite de tout grouper. On a eu quelques difficultés quand même, mais depuis 2014, le chantier a vraiment commencé, c'est-à-dire sur le terrain. A commencé avec les fondations, ensuite avec les conteneurs qu'on a réceptionnés qui étaient préparés tout d'abord en atelier, ensuite qu'on a fait livrer. Et actuellement, on est en stade de finition avec le parvis qui est réalisé. Et d'ici, je pense, peu de temps, disons peut-être un mois et demi, maintenant les commerçants pourront intégrer les locaux définitivement. Pour les activités diverses, essentiellement, parce qu'on va reprendre un peu les activités du boulevard de Marie-Galante, donc ça sera essentiellement de tout ce qui est restauration rapide, mais je pense qu'avec la volonté de la mairie d'essayer de diversifier, en donnant aussi l'opportunité à d'autres jeunes et à d'autres personnes du secteur avec des activités nouvelles. Encore un mois de travaux et les commerçants pourront prendre possession des lieux pour s'y installer avant l'inauguration de ces locaux d'activité et l'ouverture du site au public.
Avant de clore cette édition, je vous propose un point sur la météo pour ce soir et demain. Attendez-vous à quelques averses ce soir un peu partout en Guadeloupe. Demain matin, le ciel sera changeant sur Pointe-à-Pitre, couvert à Basse-Terre et à la Désirade pour la fête du Cabri. Le soleil sera par contre bien présent dans les 2 communes des Saintes. Dans un instant, innovation préparée par Karine G. Hellman, suivie des pronostics hippiques de Prévert Mayengo et du JT Soir de TF1 présenté par Anne-Claire Coudray. Florent Pagny, Garou, Mika et Zazie vous donnent rendez-vous ce soir pour votre émission de télécrochet préférée The Voice. Passez une excellente soirée sur Alizé Guadeloupe. On se retrouve demain 12h30.